les systèmes de gestion de version, puisque les systèmes de gestion de version comme GitHub ou GitLab, ce sont les premiers serveurs sur lesquels le code des développeurs est poussé avant d'être envoyé en production ou sur les serveurs de test. Alors la première des choses à faire, c'est de se connecter sur github.com. On va commencer déjà à prendre en main Git avec ce serveur-là. Ensuite, vous cliquez sur Sign Up si vous avez déjà un compte, ou si vous n'avez pas de compte, et Sign In si vous devez vous connecter. Donc moi j'ai un compte. Voilà, je me connecte à mon compte mousse.yunsi@wanadoo.fr, mon password, et là je vais rentrer dans Git. Alors GitHub ou GitLab, ce sont des systèmes qui reposent sur un moteur Git. Ils permettent de sauvegarder les projets, de structurer les évolutions et de travailler en équipe, ou de collaborer plus efficacement et d'avoir un historique complet de tous les projets. Ça permet à tous les contributeurs d'un projet de pouvoir dialoguer ensemble, d'échanger du code, d'avoir un suivi très fidèle de tout ce qui a été fait et d'avoir une documentation via l'historique. Alors, nous, première des choses que l'on va faire, c'est déjà créer une clé SSH qui va nous permettre de nous connecter à GitHub de manière programmatique en utilisant ce protocole-là. Pour pouvoir créer cette clé SSH, on lance une des machines sur la VirtualBox, par exemple machine 1. Il faut bien s'assurer sur cette machine, quand on fait un IP ADDR, il faut s'assurer que l'interface ENP0 et suite a bien une adresse IP. Sinon, il faut faire la commande, souvenez-vous, sudo if-app ENP0S8, et il faut bien s'assurer que vous passez bien sur Internet. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Une fois qu'on s'est assuré de ces choses-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va générer une clé SSH sur cette machine-là. Alors, comme nous, on peut se connecter à cette machine Debian en SSH à partir de notre machine hôte, on va déjà faire ça. Voilà, donc ici, terminal. Voilà. Alors, je me connecte en SSH sur ma machine Debian, 192.168.56.3. Et une fois que je me suis connecté en SSH à partir de ma machine Debian, je suis donc sur la machine Debian qui est ici. Et je veux donc créer une clé SSH sur cette machine-là pour pouvoir communiquer en SSH avec GitHub. Donc pour ça, je vais utiliser la commande SSH kgen. Alors, on valide, terminé. Et donc sur la machine Debian, j'ai donc, peut-être agrandir un peu ici, si je fais donc ls /.ssh, on a bien une clé publique et une clé privée qui a été créée, qu'on va utiliser pour la communication avec GitHub et GitLab. Donc on a bien nos clés. Alors on va afficher la clé publique. Donc id _ rsa.pub. Voici ma clé publique, et cette clé publique là, nous allons la sélectionner entièrement parce qu'on va en avoir besoin. Alors je la sélectionne, cette clé publique. Voilà, je sélectionne la clé publique entièrement. Bouton droit copier. Je me rends sur GitHub. Je viens cliquer ici. Je clique sur Setting.
Je vais ensuite cliquer sur SSH N GPGK et là je vais ajouter une nouvelle clé SSH. Cette clé SSH, je vais l'appeler par exemple Debian GitHub et je vais coller la clé publique à ce niveau-là. Ici. Voilà. Et je clique sur Add SSH Key. Et voilà, donc j'ai rajouté la clé SSH. J'ai rajouté plutôt la clé publique SSH que j'ai créée sur ma machine. Ensuite, on va créer un repository, c'est-à-dire un dépôt sur lequel on pourra pousser les projets que l'on gérera avec Git sur notre disque dur, donc les projets des développeurs. Donc pour ça, je clique sur mon nom ici, je clique sur Repository, je clique sur New, et ici, je vais donner un nom à ce repository, je vais l'appeler DevOps 2022. Je vais cocher Private, hein, you choose who can see and commit to this repository, et je coche à rien du tout, touche absolument à rien à ce niveau-là. Je vais juste cliquer sur Create Repository. Voilà, mon repository est créé. Alors ce qui est de bien, c'est qu'il m'indique comment je dois procéder pour créer ce qu'on appelle un dépôt local sur ma machine pour pouvoir faire en sorte de synchroniser le dépôt local que j'aurais créé sur ma machine avec le dépôt distant. Il faut bien comprendre que Git fonctionne de la manière suivante. C'est une solution qui est décentralisée, c'est-à-dire que je peux créer des dépôts locaux, c'est-à-dire des dépôts Git sur la machine Debian, comme on va le voir après. Et ici, je vais avoir la commande qui va me permettre de faire ça. Hein. Voici la commande git init qui va me permettre d'initialiser un dépôt local. Et ensuite, au fur et à mesure que je travaille, je vais rajouter des fichiers à mon dépôt local avec des commandes comme git add readme.md ou git commit. Ici, je vais sélectionner la branche sur laquelle je vais travailler, mais tout ça se fait tout le temps en local. Et ensuite, je vais avoir la première des commandes qui est ici, qui va me permettre de sélectionner la branche distante sur laquelle je vais pousser le dépôt local. Et ici, je pousse le dépôt local. Alors, on va essayer de voir ça ensemble hein, pour comprendre déjà comment les choses fonctionnent. Alors, une fois que j'ai créé ce repository distant, donc là j'ai deux manières de pousser des dépôts locaux, soit via un nouveau repository, donc un dépôt Git qui n'existait pas sur ma machine, ou soit via un dépôt qui existait sur ma machine. Alors ce sera intéressant de voir comment on peut faire avec les deux possibilités pour comprendre un peu la différence. Retournons sur notre machine Debian locale. Voilà, donc notre machine Debian locale, ici. Première des choses qu'on va faire sur cette machine, on va se créer un dossier mkdir qu'on va appeler projet. Dans ce dossier projet, on suppose que c'est dans ce dossier que le développeur va développer son projet. Alors, généralement, les développeurs travaillent avec des éditeurs. Nous, comme on est dans DevOps, dans l'automatisation, on va se passer dans l'immédiat d'éditeurs, hein, puisque l'objectif, hein, c'est de comprendre comment ça fonctionne au niveau ligne de commande, puisque comme on automatise, on doit comprendre la ligne de commande. C'est-à-dire
c'est-à-dire ce que fait l'éditeur en quelque sorte. Et là, on va rentrer dans ce projet. Pardon. Donc CD projet. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de comprendre comment Git fonctionne en local et comment est-ce qu'on peut synchroniser les dépôts locaux qu'il y a ici avec les dépôts distants. Alors, première des choses qu'on va faire, on va se créer un fichier, par exemple avec echo, on va appeler ça, allez, on va mettre un peu de texte à l'intérieur de ce fichier, echo dièse projet, et on va donc envoyer ça vers le fichier, un fichier qu'on va appeler readme.md, puisque quasiment tous les projets ont des fichiers readme. Si je fais un ls, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a ce fichier readme.md. Mais ça, pour l'instant, c'est toujours pas un dépôt Git. Ça veut dire que là, j'ai pas un système de gestion de version que je peux utiliser. Si je fais un Git init, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit utilisation de master comme nom de la branche initiale. Le nom de la branche par défaut peut changer. Alors, si on regarde ici, la branche qui est utilisée, apparemment ici, ça devrait plutôt être main. Donc peut-être qu'il va y avoir une différence entre le nom de la branche qui va être utilisé ici et le nom de la branche qui va être utilisé en local. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit pour configurer le nom de la branche initiale, pour tous les nouveaux dépôts et supprimer cet avertissement, lancer git config -- global init défaut branche et on donnera le nom. Bon, ça, on utilisera peut-être cette commande ultérieurement. Les noms les plus utilisés à la place de master sont main, trunk et développement. La branche nouvellement créée peut être nommée avec git branche -m et le nom de la branche. Alors là, on nous dit qu'un dépôt vide a été initialisé. Voyons, si je fais un ls.git, voilà, on voit effectivement qu'il y a un fichier, un dossier caché qui a été créé. C'est une sorte de petite base de données, en quelque sorte, hein, on peut dire ça comme ça, dans lequel les différentes modifications de notre projet vont être suivies. À chaque fois qu'on fera des git commit, chaque fois qu'on modifiera un fichier, le git commit ira modifier des fichiers dans cette base de données pour y stocker les modifications qu'on aura fait dans notre projet, et ça permet de faire des retours en arrière comme on le verra. Mais actuellement, il n'y a rien qui s'est passé sur le serveur distant, hein. C'est-à-dire que ce qui a été fait ici n'est pas partagé dans l'immédiat, hein. Donc je vais utiliser l'instruction qu'on m'a donnée tout à l'heure, git, un espace config, un espace -- global, un espace init.default branch, et je vais spécifier que je veux utiliser main. Voilà. Ensuite, je vais aller récupérer les instructions qui me sont données ici. Alors le readme, comme je viens de le créer, et si je fais ls, je vois que le readme, je viens de le créer. Donc je vais tout simplement le rajouter au dépôt git qui a été créé localement. D'abord, quand je fais un git add readme.md, dans le dossier caché.git, ce fichier readme va être ajouté sur notre branche main, hein, sur laquelle on est actuellement. Ensuite, je vais écrire git commit -m first commit ici. Alors pourquoi, quand on écrit ça, ça va permettre en particulier de pouvoir stocker un message first commit, hein,
dans la base de données qui est dans le dossier .git sur lequel on aura poussé le fichier readme.md. C'est important de mettre des descriptions qui ont du sens parce que quand on veut retourner en arrière, c'est grâce à ces messages-là qu'on sait ce qu'on avait fait et on peut demander à revenir en arrière si on voit qu'il y a des codes qui ont été rajoutés à ce commit-là et qui font que notre application ne fonctionne pas. Donc, je valide. Et là, quand je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'aurais dû faire une configuration globale de Git, et j'aurais dû lui préciser le l'email, mon email, et j'aurais dû lui préciser mon nom. Alors, moi, je vais récupérer ça. Je vais récupérer déjà le premier qui est là. Voilà, donc on va faire la même chose. On aurait pu le faire auparavant, mais bon, puisque là, on est aidé par la commande, on va le faire. Donc je vais mettre mon adresse email, mousse.yunsi. Voilà. Et ici, wanadoo.fr. Voilà. Je vais ensuite rajouter mon nom et on y va, hop, mousse. Je valide. Alors ces informations vont être stockées dans le fichier de configuration globale de Git. On va faire un clear. Et on va rappeler la commande qui n'a pas fonctionné, git commit-m first commit. Je valide. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit master commit racine, donc first commit. Premier commit, il y a un fichier qui a été changé, c'est le fichier readme, qui n'existait pas préalablement dans la base de données .git locale. Et donc le fichier readme a été rajouté. Ensuite, on va utiliser cette instruction git branch -m main. Donc on va se... Voilà. Et ensuite, on va récupérer cette instruction-là pour indiquer l'origine, c'est-à-dire sur quelle branche on va pousser sur GitHub. Donc là, on va récupérer cette instruction et on va coller. Alors ce qu'on va... Voilà, une fois qu'on a fait ça, si je souhaite envoyer sur le dépôt distant le dépôt local .git, donc je vais tout simplement coller à ce niveau-là. Alors là, il me envoie le traditionnel message pour l'empreinte, ce qu'on a l'habitude de faire en SSH. On fait yes, on valide, et là, normalement, tout a été poussé sur le dépôt distant. Alors, pour s'assurer de ça, il suffit donc de cliquer ici sur le nom du dépôt, readme, et on constate effectivement que le fichier readme se retrouve bien sur le dépôt GitHub distant. Et on est bien sur la branche main, comme on le voit à ce niveau-là. Avec Git, j'aurais pu travailler en HTTPS. Alors si je reviens sur voilà, mon dépôt, ici. Voilà. Alors, si je reviens ici, je vais faire un clear. Je vais supprimer l'origine, git remote remove origin, puisque j'avais défini l'origine, je l'avais défini avec
JIT. Donc quand je fais JIT arrobas, ça veut dire que je vais utiliser le SSH. Hein. Si vous vous souvenez de l'instruction, je retourne sur l'instruction. Voilà ce que j'avais fait tout à l'heure. Hein. Donc j'avais utilisé JIT remote add origin. Donc quand on fait ça, ça veut dire que je vais travailler en SSH. Mais supposons que je veuille travailler en HTTPS. Donc, première instruction, JIT remote remove origin, parce que j'ai envie de supprimer l'origine que j'avais définie pour envoyer les instructions en SSH, les fichiers en SSH, pardon. Ensuite, je vais utiliser la commande JIT remote add origin, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, si je viens sur le dépôt JIT, ici, j'ai SSH, HTTPS, pardon, j'ai HTTPS. Donc, tout à l'heure, j'avais travaillé comme ça en SSH, donc avec ce lien-là. Ici, je vais travailler en HTTPS, donc je sélectionne le HTTPS et je colle ça à la fin de cette commande. Voilà. Et donc, pour pouvoir faire quelque chose, je vais modifier le fichier MD, rajouter quelque chose, hein. Par exemple, je sais pas, je vais rajouter bonjour. Voilà, je vais le sauvegarder. Je peux faire un JIT status. Vous voyez, ça permet de voir sur la branche ce que je vais encore mettre à jour, hein, puisque là j'ai le fichier readme.md qui est en rouge. Ça veut dire qu'il va falloir que je le rajoute au dépôt. Et pour ça, je vais passer par d'abord la commande JIT add. Je peux donner le nom du fichier que je veux rajouter au dépôt git local, pardon, donc c'est git add. Voilà. Si je fais un JIT status A, donc là, on voit que le fichier est devenu vert, donc il a été rajouté au dépôt. Maintenant, je vais committer cette chose-là, donc je peux rappeler la commande JIT commit. Voilà. Là, on ne va pas écrire first commit, on va écrire, par exemple, modification du fichier readme. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir utiliser la commande JIT push. Pardon. Je vais utiliser la commande JIT push. Il faut que je précise, bien sûr, -u origine main. Voilà. Là, il me demande, cette fois-ci, puisque c'est en HTTPS que je fais ça, c'est plus en SSH, il me demande le logging. Alors, je crois que c'était mousse. Ici. Wanadoo.fr, c'est-à-dire le logging de mon site GitHub. Et là, il me demande le mot de passe. Voilà. Donc apparemment, l'authentification. Alors qu'est-ce qu'il dit? Donc là, il dit Support for password authentication was removed on August 13 2021. Please see HTTPS. Donc il donne toute une documentation, échec d'authentification pour et il m'indique qu'il y a un problème d'authentification. Donc apparemment là,
on voit qu'avec le HTTPS, le support a été enlevé, donc ça signifie probablement qu'il faudra faire une manipulation sur le site de GitHub si on veut travailler en HTTPS. Alors ce qu'on va faire dans l'immédiat, nous, on va tout simplement donc git remote remove origin. On va supprimer l'origine que l'on avait définie en HTTPS et on va continuer à travailler dans l'immédiat en SSH. Alors, première des choses que l'on va faire, on va d'abord travailler un peu sur l'interface graphique de GitLab, juste pour jeter un petit coup d'œil. Alors, dans notre fichier README qu'on va ouvrir, on va modifier ce fichier README. Par exemple, ici, je vais mettre l'instruction -- titre niveau 2. On va rajouter +1, +2, +3, par exemple, comme ligne. On va rajouter une petite liste. 1, 2, on va par exemple écrire formation étoile étoile gîte. Formation ici. On va rajouter une autre ligne. Allez, formation gîte. Et enfin, 3 petits traits par exemple, un petit peu de HTML. Donc HTML, petit code HTML de rien du tout, hein. Voilà, des balises HTML. Pour dire qu'on peut rajouter toutes sortes de choses. Par exemple, tiens, on va définir un lien ici. Lien entre crochets pour voir comment tout ça peut être interprété par GitHub, http google.fr. On va fermer le crochet. Ensuite, c'est plutôt ça. Voilà. Et enfin, on va sauvegarder. Une fois qu'on a fait ça, on peut rappeler la commande, peut-être pas celle-là, plutôt celle-là, voilà. Donc la commande git remote add origin git arrobase. Alors si vous vous souvenez pas de l'adresse, il suffit d'aller sur votre dépôt et puis là vous cliquez sur SSH à ce niveau-là et vous sélectionnez le lien qui est ici. Et vous validez. Donc là, on a défini l'origine, la branche sur laquelle on va pousser sur le site distant. Ensuite, git add point, ça signifie qu'on va rajouter tous les fichiers. Alors, il n'y en a qu'un seul ici, c'est readme, j'aurais pu mettre readme, mais il faut savoir que quand j'écris git add point, ça veut dire que je vais ajouter tous les fichiers au dépôt git. Ensuite, un git commit, -m, et je vais indiquer que j'ai effectué une mise à jour dans le fichier readme. Voilà, git status, hein, pour voir où j'en suis.
Voilà, donc là, apparemment, j'ai plus qu'à faire un git push. Et là, donc, bien sûr, comme tout à l'heure, il me demande de préciser la branche sur laquelle je souhaite pusher. Donc ici, -u main. Là, il y a une erreur sur la commande, git push -u origin main. Voilà, c'est mieux. C'est parfait. Et donc, si je retourne sur le GitHub distant et que je rafraîchis, on voit un peu que notre fichier a été mis à jour, qu'on a un lien ici, qu'on a projet 2 avec le dièse et un titre de niveau 1, qu'on a le titre de niveau 2, un peu de texte ici, avec des polices un peu différentes. On aurait pu faire du HTML ici, et puis là voilà, j'ai un lien. Voilà. Donc on a un éditeur ici qui peut interpréter les fichiers qu'on lui. Alors travaillons encore un petit peu avec Git. Alors créons de nouveaux fichiers, par exemple touche file1.txt, touche file2.txt, touche file3.txt. Donc les trois fichiers sont rajoutés pour l'instant sur le disque dur, dans le dossier projet. Si maintenant je fais un git status, est-ce qu'il y a quelque chose qui va me faire apparaître? Oui, il me fait apparaître les trois fichiers file1, file2, file3 qui sont des fichiers non suivis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne les ai pas rajoutés au dépôt git local. Si je fais un git add point et que je refasse un git status, donc là, ces fichiers ont été rajoutés au dépôt git local. Ce sont des fichiers qui vont être suivis, mais je n'ai pas encore commité, c'est-à-dire je n'ai pas validé ces fichiers-là dans le dépôt local. Donc là, je vais faire un git commit -m ajout de nouveau fichier. Fais ça. Alors si je fais un git status, donc apparemment on me dit que une chose. Alors sur la branche main, votre branche est en avant sur origin main, c'est-à-dire qu'il explique que ces trois fichiers-là, je ne les ai pas encore poussés. Si on rafraîchit là-bas, on voit que les fichiers n'existent pas sur le dépôt distant. Ils sont sur le dépôt local. Et il explique que donc il y a la branche locale qui est en avance sur la branche distante, sur la branche origin main. Et il me demande d'utiliser git push pour publier les commits locaux. Alors, pour faire ça, je vais tout simplement faire un git push -u origin main. Et je vais valider. Si maintenant je rafraîchis, on constate que effectivement ça a bien été mis à jour. Alors supposons que maintenant je veuille par exemple ignorer des fichiers, c'est-à-dire que généralement on peut avoir, imaginons des développeurs qui développent sur le disque dur et qui, dans des dossiers, récupèrent des grosses librairies à partir du net. Ils ne vont pas s'amuser à pousser tout ça sur le GitHub, donc ils souhaitent ignorer des choses. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, voir comment
est-ce qu'on peut procéder pour ignorer des fichiers? Alors, saisissons la commande ls-ali pour voir un peu l'ensemble des fichiers, cachés ou pas, qui se trouvent sur notre dossier projet. On va créer un dossier qui va s'appeler cache. On va rentrer dans ce dossier cache. Et dans ce dossier cache, on va créer un premier fichier caché qu'on va appeler gitkeep par exemple. On va créer un second fichier qu'on va appeler cache1. On va créer un troisième fichier qu'on va appeler cache2 par exemple. Ensuite, on va créer un autre fichier qu'on va appeler 6.log. On sort du dossier cache et on va créer un autre dossier qu'on va appeler logs. On va rentrer dans le dossier logs. On va faire un ls-ali. Et ce qu'on va faire, on va, pour voir un peu ce qu'il y a dans ce dossier, et on va créer un fichier qu'on va appeler 62.log. Alors, ls-ali. Donc là, on a créé le fichier 62.log à ce niveau-là. Et maintenant, on va sortir. On va rentrer dans le dossier projet. Là, je suis trop sorti. On va juste sortir du dossier log avec cd. Donc tout à l'heure, j'étais dans le dossier logs. Et l'objectif, c'était d'en sortir avec cd. Donc là, on se retrouve dans le dossier log. Là, je vais créer un fichier que je vais appeler gitignore. Donc c'est dans ce fichier gitignore. C'est dans ce fichier qu'on définit ce qu'on veut ignorer via git. Donc je vais ignorer tous les fichiers qui ont l'extension log. Je vais ignorer les fichiers du dossier cache, par exemple, sauf le fichier qu'il y a dans le dossier cache qui s'appelle -gitkeep, par exemple. Voilà. Je sauvegarde. Voilà. Je fais un git status. Voilà. Alors quand je fais un git status, on voit que il me fait apparaître uniquement les fichiers qui ne sont pas ignorés. Si je fais ici un git status cache slash ici, donc à ce niveau-là, il me fait montrer que le fichier non ignoré qui va apparaître, alors c'est plutôt voilà. Ensuite ici, je vais faire un git add point, on va voir ce que ça va nous donner, et je vais committer, git commit -m add gitignore. Donc là, je crée un commit où je vais envoyer le fichier gitignore. Et je vais faire un git push -u origin, -u main, pardon, -u origin main. Voilà. Alors, si on va rafraîchir de l'autre côté,
Alors qu'est-ce qu'on a? On a le fichier gitignore qui a été envoyé. Voilà, donc à ce niveau-là, pas de problème. Ensuite, on voit qu'on a bien le fichier cache. Alors nous, dans le gitignore, qu'est-ce qu'on avait fait dans le gitignore? Dans le gitignore, hein, si on va revoir le gitignore, on a demandé à ce que tous les fichiers étoile.log soient ignorés. Donc ce qui veut dire que normalement, on ne doit pas avoir le dossier log qu'on avait créé. On constate qu'on ne le retrouve pas. Hein. Donc si je reviens ici, on voit qu'on ne voit pas le dossier log, puisqu'on a demandé à ignorer tous les éléments de étoile.log. Donc le dossier log, on ne le retrouve pas, puisque dans ce dossier log, hein, on n'avait que des fichiers qui avaient l'extension log. Et de plus, dans le dossier cache, on avait demandé à ignorer le dossier cache, sauf le fichier qui apparaît ici, c'est-à-dire gitkeep. Hein. Si on regarde le gitignore, voilà, donc là ici on avait dit qu'on ignore tous les éléments du dossier cache, sauf le fichier gitkeep. Et ici, on ignorait tous les éléments qui avaient l'extension log. Donc voilà pour le gitignore, ça c'est vraiment intéressant quand il y a des fichiers qu'on veut ignorer, hein, qu'on ne veut pas suivre. Donc ça peut être des dossiers dans lesquels il y a des librairies, et donc généralement ces dossiers-là vont être construits, alors ça dépend avec quelle application on travaille, hein, mais si on est avec Node par exemple, on développe en Node, avec npm install, ça ira reconstituer la librairie, hein, sur le disque dur. Alors si on veut par exemple, alors si je fais un ls ici, supposons que je veuille supprimer un fichier de git. Donc je vais écrire git rm file 3.txt par exemple. Je vais le supprimer. Alors si je fais un ls, voilà, le fichier, là je ne le vois plus. Si je fais un git status, on constate que ce fichier-là, je l'ai supprimé du dépôt git. Ensuite, je vais copier le changement, -m par exemple. Je vais écrire rm file 3.txt. Et si je fais un git push -u origine, par exemple, je valide. Si ensuite je me situe sur le dépôt git et je rafraîchis, je constate que file 1 a bien disparu. Donc voilà comment est-ce qu'on peut procéder pour supprimer des fichiers. Alors, de plus, ici, si par exemple je souhaite voir l'historique des modifications, il suffit que je fasse un git log. Et là, va apparaître l'historique des modifications. Donc ici on a un ID, on a l'auteur de la modification, et puis on a également donc quelles sont les modifications qu'on avait apportées exactement. C'est-à-dire qu'on a le texte qu'on avait mis dans le commit, hein. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'être précis dans le commit. Bon, alors avec Git, alors ici il faut faire un petit Q pour sortir. Avec Git, je peux également faire une recherche par auteur, par exemple. Alors ici, bon, il n'y en a qu'un seul. On peut supposer qu'il peut y avoir plusieurs
auteurs, hein, je peux faire une recherche par auteur. Voilà. Je peux également faire une recherche par date. After, et là je vais mettre une certaine date. Hein. Alors bon, je crois que ici le problème c'est que on n'a pas de choix. Il faudrait mettre donc 2022, alors un système anglais. 2022, le mois de novembre, donc c'est le 11. Et puis ici, donc le 20. Voilà. Bon, effectivement, il n'y a rien. Si je faisais 10 ici. Voilà. Donc là, il va nous indiquer tous les changements qu'il y a eu après cette date-là. Alors, voilà pour quelques manipulations concernant Git. Alors, il faut savoir qu'avec Git, généralement, une branche, ça représente une fonctionnalité. C'est-à-dire que, généralement, ce qu'on fait avec Git, on subdivise le travail en fonction des développeurs et des fonctionnalités demandées. Lorsqu'on est en équipe, on a très souvent 3 serveurs. On a un serveur de production qui aura sa branche, un serveur de pré-production qui aura aussi sa branche, un serveur de développement, et en dessous, on aura une myriade d'autres branches qui seront les branches de fonctionnalité, qui sont les branches des développeurs. Alors, justement, pour essayer de comprendre cette notion de branche, quelques manipulations. Par exemple ici, si j'utilise la commande git-branch. La commande git-branch, elle va me permettre d'afficher la liste des branches qui existent. Ici, apparemment, on a la branche main. Si je souhaite avoir la branche avec le dernier commit, ben, je vais faire git-branch -v. Et on voit que là, on a la branche main, effectivement, et avec le dernier commit qu'on a effectué, c'est le... comment dirais-je, donc c'est le fichier file3 qu'on avait supprimé. Alors si on veut créer une nouvelle branche, par exemple, je vais faire git branche feature fonctionnalité user. Donc je vais avoir une branche que je vais appeler feature user, une branche sur laquelle un développeur pourra pousser une fonctionnalité. Alors, si je fais ça, et si je fais git-branch, qu'est-ce que je constate? Je constate que sur le dépôt local, il y a une nouvelle branche qui a été créée, feature user. Il y a la branche main qui existe toujours, mais pour actuellement, puisqu'il y a une étoile devant la branche main, c'est celle-là qui est active. Si je viens ici, il n'y a pas de nouvelle branche qui a été créée sur le dépôt distant. Hein. Pour l'instant, tout se passe en local. Alors, pour essayer de comprendre un peu ces choses-là, alors je vais refaire un git-branch. Donc ici, on a les branches. Ensuite, je vais faire un git check out. Et la nouvelle branche que j'ai créée, c'est celle-là. Voilà. Je colle. Donc je fais git checkout feature user. Et là, on nous dit qu'on a basculé sur la nouvelle branche feature user. C'est-à-dire que si je fais un git branch, ici, on constate que la branche active, c'est celle-là. Donc ça veut dire que normalement, ce que je vais pusher maintenant, va être pushé sur cette branche-là. Alors, on va essayer de voir ça. Je vais créer un fichier que je vais appeler user.html. Bon, ce fichier, je vais faire un peu n'importe quoi. Voilà. Voilà. Donc, j'ai créé un fichier. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que je vais ajouter ce fichier au dépôt git local. Alors, il faut bien qu'on se souvienne quelle est la branche qui actuellement est active. Ensuite, je vais faire un git commit et je vais faire un -m
entre guillemets, je vais faire ajout de user.html. Donc je vais ajouter, j'ai ajouté ce fichier user.html et là j'ai confirmé la modification. Ensuite, je vais tout simplement pousser. Donc je vais pousser le dépôt vers l'origine qu'on a définie tout à l'heure, mais cette fois-ci, je précise que je fais tout ça sur la branche feature user. Voilà. Je valide. Voilà. Allons voir ce qui s'est passé. Alors, il faut rafraîchir, bien sûr. Hein. Hop, je rafraîchis. Et là, normalement, on a une autre branche qui réplique, en fin de compte, ce qu'on a dans le dépôt local. Sur l'autre branche, on a ce qu'il y avait sur la branche main. Et on a également le fichier user.html. Mais si je reviens sur la branche main, ici, on n'a pas ce qu'il y avait, ce qu'on a créé sur la branche feature. Donc, on constate bien qu'on a le fichier user.html, mais pas dans main. Et dans main, voilà, on constate que le nouveau fichier n'a pas été créé. Alors, si on revient sur notre projet, et que cette fois-ci, je décide de me positionner sur la branche main. Voilà, je me positionne sur la branche main. Donc, si je fais un git branche, ici, on constate que cette fois-ci, on est dans la branche main. Et ce que je vais faire, je vais fusionner cette branche-là avec la branche main pour que tout le contenu qu'il y a dans cette branche, je puisse l'avoir ici. Donc là, pour ça, je vais faire un git merge features-user. Git merge, c'est-à-dire que je vais fusionner cette branche feature user avec la branche main. Si je fais ça et que je fais un git status, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit votre branche est en avance sur origine main, puisqu'il y a la modification que je viens de faire en local, dans laquelle j'ai fusionné la branche feature user avec main, qui n'a pas été répliquée sur le site distant. Si je rafraîchis le site distant ici, vous voyez que user n'apparaît pas ici. User, il est bien dans feature user, ici. Voilà. On le retrouve ici. Donc je reviens sur main, je reviens ici. Maintenant que j'ai fait ça à ce niveau-là, je vais pusher, c'est-à-dire je vais faire un git push. Voilà. Si je fais un git push, alors ce cadre-là, c'est peut-être pas on ne précise pas l'origine, puisque c'est un merge. Ici, si je fais un git push, et si cette fois-ci je rafraîchis, ici, on constate que user est bien là, c'est-à-dire que l'on a fusionné la branche feature user, on l'a fusionné avec la branche main. Donc, on constate une chose, c'est que sur cette branche principale que l'on appelle main, à chaque fois qu'on crée une branche pour développer une fonctionnalité, ou pour la production ou la pré-production, ce qu'on avait dans main se retrouve sur cette branche-là. Et quand je travaille sur une branche, à un certain moment, lorsque je souhaite fusionner, comme je viens de le faire ici, on va retrouver tous les fichiers de cette branche-là dans la branche principale main qu'il y a. Si vous souhaitez partager votre dépôt avec d'autres collaborateurs sur GitHub, une fois qu'on est sur son dépôt, on clique sur Settings, ici sur Collaborateurs, et ici Manage Access, on peut ajouter des collaborateurs avec lesquels on souhaite partager son dépôt. Voilà un petit peu pour la présentation de GitHub, GitLab, comment ça fonctionne, GitHub et Git, pardon. On a vu comment Git fonctionne, donc ce qu'il faut retenir, c'est que avec Git, on a ce qu'on appelle des dépôts locaux.
c'est-à-dire on a une solution qui est décentralisée. Les dépôts sont d'abord locaux sur le disque dur. On peut faire les modifications qu'on veut, voilà, on peut faire pas mal de choses, et ensuite on peut centraliser tout ça sur un dépôt distant auquel des collaborateurs peuvent avoir accès. Maintenant, on va passer à GitLab. Alors, pour GitLab, d'abord, si vous allez sur Google et que vous recherchiez GitLab, vous allez avoir une plateforme GitLab qui se situe sur Internet. Alors, on peut s'inscrire sur GitLab et y avoir un compte gratuit. On peut s'enregistrer. Alors, c'est intéressant de comprendre que dans certaines entreprises, ils ont leur GitLab qui peut être situé sur un dépôt distant comme ça, sur Internet, et ce serait ce GitLab-là qu'ils raccorderaient à leur solution de CICD en local. Donc ça, c'est intéressant de le savoir, et ce sera peut-être intéressant d'essayer de faire une manip par rapport à ça. Nous, on va installer GitLab en local. Donc ici, je suis sur ma machine. Sur ma machine, je dois avoir un Docker qui fonctionne. Si je fais Docker version, si je fais Docker version, Docker doit être installé. Si ce n'est pas le cas, donc il faudra que vous alliez sur Internet, voilà, et que là vous tapiez installer Docker Debian. Il faudra faire ça. Et là vous avez install Docker Engine en Debian. Alors vous pouvez, si vous souhaitez, alors, vous pouvez faire toutes les manips. Donc vous avez la première manip à faire, c'est celle-là. Ensuite, vous avez la deuxième, ce sera celle-là, qu'il faudra copier-coller dans votre terminal. Ensuite, vous avez cette manip-là, celle-ci, voilà, qu'il faudra effectuer. Vous avez également celle-là, au cas où vous n'avez pas installé Docker. Et puis, la dernière manip, c'est celle-là. Ensuite, il faudra effectuer celle-ci pour vous assurer que vous pouvez créer des conteneurs. Et ne pas oublier, surtout, tout en bas, le post-installation step for Linux. Vous avez deux manipulations à faire. Vous avez celle-là et vous avez celle-ci. Et ensuite, quand vous avez fait ça, quand vous tapez Docker version, comme je l'ai fait, vous devez avoir le client qui apparaît et vous devez avoir le serveur. Donc ça, c'est important déjà d'avoir Docker qui est installé. Une fois que vous avez Docker qui est installé, donc on va créer. Alors d'abord, une chose très importante. Il faut, on va d'abord, il faut que on va sortir, on va faire un exit, et il faut que vous éteigniez votre machine sous la VirtualBox. Mais alors vraiment l'éteindre, bouton droit, fermer, c'est éteindre, il faut éteindre, voilà, extinction. Et il faudra faire bouton droit sur cette machine configuration pour lui donner au niveau du système au moins 4 Go de mémoire, 4096 il me semble, c'est ça. 4096. Vous voyez, donc on fera OK. Et là, il faut redémarrer avec cette quantité de mémoire là. Parce que lorsqu'on dockerise, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on va dockeriser GitLab, c'est assez conséquent. Voilà, donc là,
on fait ça. Voilà. Et là, on va se connecter. Alors ne pas oublier, bien évidemment, faites attention à un sudo if app enp 0s8 au cas où il n'a pas démarré. Pinguez bien Internet pour vous assurer que vous allez bien sur le net. Ça, c'est super important, sinon on peut rien faire. Et on y va, donc on va faire un docker run. On va demander à créer le conteneur détache, donc en mode détaché, c'est-à-dire le -d, hein, host. Ah pardon, excusez-moi, j'ai totalement oublié que il vaut mieux qu'on travaille comme ça. Voilà, en SSH 192.168.56.3 pour moi. Voilà, comme ça, on verra peut-être mieux les choses. Bon, je vais agrandir. Hein. Voilà. On y va, donc docker run en mode détaché, -d, host name. On va donner un nom dot qui va être gitlab.exemple.com. Ensuite, le nom du conteneur, on va l'appeler GitLab. On va demander à ce que ce conteneur redémarre à chaque redémarrage de la machine, puisque Docker démarre avec la machine, eh bien, on demandera à ce que ce conteneur redémarre tout le temps. On va par contre persister des volumes pour les fichiers de configuration. Donc, premier volume que l'on va mapper sur le dossier $home gitlab / config, hein, ça veut dire que sur le disque dur de la machine Debian, dans le dossier $home, $home c'est une variable d'environnement, c'est tout simplement le dossier de mousse, et dans le sous-dossier GitLab et config, on va mapper ça avec le dossier de la machine GitLab qui se situera à l'adresse /etc/gitlab. Voilà. Ensuite, on va faire même chose, --volume, espace, et là ce sera un $home / GitLab / logs, donc le dossier dans lequel il y a les logs. On va mapper ça au dossier qu'il y aura dans la machine GitLab à /var /log /gitlab. Ensuite, --volume, on va sélectionner donc $home gitlab. Alors ce sera le dossier data qui sera créé sur le disque dur de notre machine, qui lui sera mappé avec le dossier /var /opt /gitlab. Tout ça, c'est les dossiers dans lesquels GitLab conserve ses données de configuration. Ainsi, même si on crée des utilisateurs, on fait des choses sur le serveur GitLab et qu'on détruit le conteneur, on va pouvoir récupérer tout ça. Et enfin, le dernier volume que l'on va mapper, c'est $home. Alors, /gitlab /logs, alors ça c'est ce qui sera construit, reconfigure, hein. Ça c'est le dossier qui sera reconstruit
voilà, slash var, slash log, slash gitlab, slash reconfigure, et donc gitlab slash gitlab-ce. Voilà. Donc la commande c'est docker run, voilà, et, -d, alors c'est pas fini, hein, -d hostname gitlab exemple.com. Alors quelque chose que j'ai oublié, il faut qu'on remonte avant le restart, avant le -m GitLab. D'ailleurs, on peut remonter avant. Il y a une chose qui est super importante, c'est qu'il faut publier des ports. Donc petit p, on va publier le port 443 sur 443. Bon, peut-être on peut faire... on va faire 40 000, comme ça on sera tranquille. Voilà, pour la machine locale. On va faire ici -p. On va publier le port, alors on fera 40 080 sur le port 80 du conteneur. Et on va faire -p, le port 40 022 sur le port 22 du conteneur. Voilà, donc là on publie les ports. Alors c'est pas -p, par contre c'est -p ici, hein. Donc docker run -d fonctionne en détaché. Le nom d'hôte de la machine ce sera gitlab.exemple.com. -p, on va publier le port 443 du conteneur sur le port 40 443 de la machine. On va publier le port 80 sur le port 480 de la machine et le port 22 sur le port 422. Le nom du conteneur ce sera GitLab. Il devra redémarrer à chaque redémarrage de la machine Debian. On va mapper le volume etc GitLab, qui est un fichier système, un dossier système de GitLab, sur le dossier $home GitLab config. On va faire la même chose pour le dossier /var/log/gitlab. On va faire la même chose pour le dossier $home GitLab data /var/opt/gitlab, et on va faire la même chose pour le dossier /var/logs /log, il n'y a pas de s, attention, hein, /gitlab /reconfigure, et on lui passe l'image gitlab.ce. J'envoie, et là, comme ça va prendre un peu de temps, on va attendre que tout ça soit effectué. À l'issue de notre installation, si on fait un docker ps, on constate qu'on a bien un serveur GitLab qui fonctionne et qui écoute sur le port 40 080. Donc, si je récupère l'adresse IP de la machine Debian, ENP0S8, ici, moi, j'ai 192.168.56.3. Donc, si je lance un navigateur sur ma machine et que je tape http://192.168.56.3 2.480 pour le port, j'aboutis sur l'interface du serveur GitLab que j'ai installé. Alors, il me demande un mot de passe. Alors, on va aller sur Internet pour voir. Alors, GitLab,
On va écrire Docker, default password, tiens. Et là, how to login for the first time, local install with Docker, what is Docker, what is GitLab default root password. Alors là, on nous donne un password par défaut. Je pense pas que ce soit celui-là. Alors normalement, on devrait... Ça, je pense pas que ce soit celui-là. On devrait trouver ça dans... Alors peut-être ici sur Stack Overflow, on va avoir des choses très certainement. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit... Oui, mais là, c'est un reset. Alors, normalement, si on rentre... alors, j'ai pas... Ici. Alors, on va aller carrément ici. Et déjà, on va faire un Docker Logs GitLab pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre conteneur. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont passées dans le conteneur. C'est déjà pas mal. On va se connecter docker exec -it gitlab bash. Voilà. On va faire un ls. On va faire un ls/etc. Et normalement, on devrait pouvoir trouver un initial password quelque part. Alors peut-être GitLab. Voilà, cd /etc/gitlab. Si je fais un ls, voilà, donc j'ai l'initial root password. Vous voyez, donc on se connecte sur le conteneur GitLab et on va avoir l'initial root password. Alors si je fais un cat initial underscore root underscore password, je valide et voilà, j'ai le password initial qui est ici. Donc ça veut dire que si je reviens sur mon GitLab ici, si j'écris le username root et si je colle, on va faire un remember me ici et je fais un sign in. Je vais enregistrer. Voilà, je suis dans l'interface de Docker, de GitLab. Et ici, je vais choisir à ce niveau-là, si je viens sur... alors, si je viens sur... ici, si je clique ici, je vais avoir dans le menu admin. Dans le menu admin, je vais avoir, actuellement, j'ai un user. Oui, donc là, il m'indique le nombre de users. Hein. Voilà, donc là, le nombre de users, il y en a un seul. Et actuellement, le dernier user, c'est l'administrateur. Si je clique sur administrateur, sur le root, hein, vous voyez, je vais cliquer sur Edit ici. Eh bien, je vais pouvoir lui donner un nouveau password. Je vais par exemple ici faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, je vais confirmer le password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je confirme le password. Et je vais faire un save change. Mettre à jour. Et là, si je veux me reconnecter avec ce nouveau password, donc ce sera route 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Hop. Et je suis dedans. Alors, bien sûr, généralement, avec GitLab, admin, il sert à administrer le serveur GitLab. Donc, pour les projets, on va plutôt créer un utilisateur. Hein. On va créer un utilisateur. On va aller sur, ici, la zone admin. Et ici, on va faire New User. Alors, je vais créer un utilisateur qui va s'appeler Mousse. Le username, ce sera Mousse. L'adresse email, c'est mousse.younsi@wanadoo.fr. Et
À ce niveau-là, je vais le définir comme administrateur. Il ne pourra pas tout faire, mais il pourra... The user has unlimited access to all group, project, user and feature. Donc c'est pas l'administration du serveur. Je fais un create user. Voilà. Et si je me déconnecte et je me reconnecte avec ce nouvel utilisateur, Mousse, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sign in. Voilà. Sign in, on a dit, c'est pas route. C'est Mousse que j'ai fait comme utilisateur. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sign in, j'ai dit. Ah, il a un problème. Pourquoi est-ce que... Alors, pourquoi j'arrive pas à me reconnecter? Alors, je vais me reconnecter en tant que route, hein, si vous avez le même problème. Alors, vous vous reconnectez en tant que route. Vous allez sur admin. Donc, il y a deux users. Il y a le user Mousse hein, qui est ici. Je vais l'éditer et je vais bien lui remettre le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je lui remets, je confirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc c'est bien le username Mousse. Et je fais un save change. Enregistrer. Et là, je vais... Voilà, je vais me déconnecter. Je vais refaire... alors, je vais peut-être rafraîchir d'abord. Voilà. Et je vais refaire Mousse. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ah voilà. Donc là, je me suis reconnecté. Il me demande le mot de passe actuel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ben, je peux lui redonner le même mot de passe. Voilà. Voilà. Et donc, je me reconnecte avec dans cette interface-là. Et quand je suis ici, bon, il y a beaucoup de choses que je peux faire. On va rester dans le cadre de notre formation. Là, je peux créer un projet. Donc, comme je l'ai fait tout à l'heure pour GitHub, je crée un projet. Je vais créer un blank projet. Create a blank project. Le projet que je vais créer, je vais l'appeler par exemple projet. Il me donne l'URL du projet, avec cette URL, donc il faudra mettre /projet à la fin. Le projet sera de type internal. Tiens, the project can be accessed by any logged in user except an external user. Je décoche initialise repository with readme et je clique sur create project. Bon. Donc je crée pick a group or namespace. Oui, donc là effectivement il faut, comme pour GitHub, il faut préciser que le nom d'espace, hein, bah, ce sera Mousse, hein, c'est-à-dire l'utilisateur. Tous les projets seront dans le nom d'espace Mousse. Je clique sur Create Project. Le projet a été créé. Alors maintenant, ça va être exactement le même principe que tout à l'heure. Donc si je reviens ici, je vais sortir du serveur GitLab. Je suis sur ma machine. Alors, je vais supprimer le dossier que j'ai fait tout à l'heure, hein, le dossier projet. Je le supprime. Alors, il me dit que c'est protégé en écriture. Je vais faire un sudo alors. Vous faites un sudo rm projet. Vous supprimez le projet de tout à l'heure. Ah, -r. Puisque c'est un dossier. Voilà. On va se le recréer. mkdir projet. On va rentrer dans le dossier projet et on va faire comme tout à l'heure un touche, un écho. Bonjour. Symbole supérieur et on va se faire un fichier readme.md. Voilà. Et si on se souvient de ce qu'on a fait tout à l'heure, on est parti utiliser une clé SSH. La clé SSH,
qui est ici, c'était nano tilde hein, slash point ssh. Ah, c'est pas nano, c'est 4, hein, pardon. C'est 4. C'est 4. Alors, il me dit que home point n'est pas un. Il me semblait pourtant qu'on avait créé le... Ah oui, c'est un dossier, mais c'est pas 4. Hein. Je voulais tout simplement afficher la clé publique. Eh oui, même à distance, on travaille un peu sans filet. Voilà. Là, j'ai la clé publique. Voilà, donc je récupère cette clé publique. Bouton droit, je vais la copier et je reviens ici. Et là, je vais venir à ce niveau-là. Je vais aller dans Préférences. Et dans Préférences, j'ai SSH Key. Je clique sur SSH Key. Ici, je vais coller la clé que je viens de récupérer. Je laisse la date d'expiration telle qu'elle est. Je fais Add Key. Voilà. Si maintenant, je reviens ici sur Project et je vais cliquer sur View All Project et je vais venir sur Mousse Project. Ici, il m'a donné les... Vous voyez, donc cette fois-ci, j'ai les informations pour configurer mon gîte sur le disque dur, mais bon, il a déjà été configuré normalement. Ah, je le refais. Ensuite, ici, il m'explique comment je peux créer un nouveau repository. Ça, c'est dans le cas où, sur le disque dur, on fera ce cas-là tout à l'heure, c'est dans le cas où j'ai aucun dossier. Mais là, j'ai un existing folder. Donc, ça veut dire que ici, première des choses, il me dit qu'il faut rentrer dans le dossier. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai fait cd projet. Deuxième des choses, il me dit qu'il faut faire git-init et lui passer la branche initiale. Donc on va le faire. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, si je fais un ls -alh, je présume, voilà, j'ai bien le dossier.git et on a expliqué pas mal de choses tout à l'heure. Ensuite, je vais définir l'origine, ici, voilà, et je vais coller. Voilà. Ensuite, je vais lui passer tous les fichiers. C'est tous les fichiers que je vais ajouter au dépôt gîte local. Je vais committer les changements. Hop. Et enfin, je vais pousser tout ça sur Git. Puisque actuellement, il ne faut pas oublier qu'on n'a rien fait hein, sur le projet. Si vous regardez le projet, il n'y a rien dans le projet. Hein. Donc, il va falloir faire cette dernière information. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit could not resolve hostname gitlab exemple.com. Parce que si vous pingez gitlab.exemple.com, bah, il ne connaît pas. Donc il faut mettre ça dans le fichier host, hein, sudo nano slash hosts, c'est ça. Alors avant de faire ça, d'abord il faut faire un docker inspect GitLab hein, pour voir quelle est l'adresse IP qui lui a été affectée. Donc c'est 72.02. Et ensuite, il va falloir ici sudo nano slash etc slash hosts. Voilà. Et là, on va lui coller l'adresse IP. Ah non, c'est l'adresse IP, c'était 172.17.0.2. Et là, on va faire gitlab.exemple.com. On valide.
Et cette fois-ci, on va essayer de se refaire notre... D'abord, on va essayer de pinguer. Ça marche. Et on va essayer de pusher. Git push. Et là, on répond yes. On valide. Et si je vais sur mon serveur Git et que je rafraîchis la page, on constate que README a bien été poussé. Voilà, on vient de créer notre premier projet sur Git. Alors si on regarde sur GitLab, ici dans Clone, on a la possibilité d'utiliser cette adresse en HTTP, puisque la HTTPS, on ne l'a pas mis en place, puisqu'on n'a pas mis de certificat sur le serveur. Bel exercice à faire. Alors, ici, on peut donc essayer de faire comme on a expliqué tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que si on fait un git remote remove origin, voilà, c'est-à-dire je supprime l'origine, et si je rappelle la commande avec laquelle j'avais mis en place l'origine, c'était celle-là, git remote add origin, je vais supprimer le fait que je souhaite communiquer en SSH, et je vais récupérer le HTTP pour voir si ici ça fonctionne. Alors voyons, voilà. Ensuite je vais faire une petite modif, bonjour encore une fois, dans le fichier readme. Voilà, je vais faire une petite modif, je vais le modifier, hein, ce fichier readme. Et là, si je fais un cat de ce fichier readme.md pour voir ma modif, voilà. Je vais rajouter tout ce qu'il y a dans le dossier à Git. Je vais faire un git status, hein, pour voir un petit peu quels sont les fichiers que je veux suivre. Et je vais faire un git commit -m modif de readme.md. Voilà, je vais faire un git push. Ah oui, c'est vrai, je dois toujours préciser l'origine, j'ai oublié. -u origine, et l'origine c'était, on avait dit main. Voilà. Si je fais ça, là, il me demande le logging, et il me demande le mot de passe que j'avais défini sur Git, et ça passe. On voit que ça passe bien. Il suffit de rafraîchir ici le projet et de contrôler le contenu du fichier readme. On voit que ça a bien été mis en place.